Bienvenue sur Géopolitis. Vive le séparatisme. C'est une tendance, un acte politique qui est très populaire ces temps-ci, notamment en Europe. À quand une Écosse indépendante, ou une Catalogne libre, ou une Flandre sans la Wallonie? Ce questionnement incongru, voire indécent, il y a encore 2 ou 3 décennies, est désormais d'actualité. Dans les 3 régions que nous venons de citer, on voit clairement des forces indépendantistes régionales défier des pouvoirs centraux nationaux, et il y a du référendum d'autodétermination dans l'air. Enfin, un référendum au moins, et cela c'est sûr, en Écosse, parce que Londres est d'accord. C'est moins sûr en Catalogne, dans la mesure où Madrid s'y oppose. Ce n'est pas la solution envisagée en Flandre, parce que là, c'est l'existence même de l'État belge qui peut être mise en cause. Car il ne suffit pas qu'un parti indépendantiste gagne des élections pour que l'indépendance soit décrétée. Géopolitis décrypte ces situations où, après des années de mariage, il est temps pour un pays ou une région de divorcer et de reprendre, comme on dit, sa liberté. De fait, il y a 2 moyens de la reprendre, cette indépendance. Par la force ou par la discussion. Par la force, c'est le cas type de l'ex-Yougoslavie. Dans ce cas, c'est la guerre, le démantèlement violent des victimes civiles par milliers, des déplacés et réfugiés, et aussi la remontée des nationalismes. Moins violent, mais tout aussi impressionnant, l'éclatement de l'Union soviétique, un empire tout entier désintégré, avec des régions satellites qui deviennent autant de nations indépendantes. Ou alors, deuxième moyen d'accès à la liberté, on discute entre gens sérieux, on fait évoluer une constitution où on tient des plébiscites. C'est ce qui s'est fait en Europe au lendemain de la Première Guerre mondiale. Bref, on se sépare à l'amiable. C'est ce qui va peut-être se produire en Écosse, c'est ce qui risque de se produire en Catalogne. Alors, dans le cas de l'Écosse, les 2 partis ont signé un texte entre le Premier ministre David Cameron pour Londres et le chef du gouvernement autonome Alex Salmond pour Édimbourg. On est d'accord pour l'organisation d'un référendum d'autodétermination. La question de fond est la suivante. En 2014, y aura-t-il une majorité d'Écossais et d'Écossaises pour dire oui à ce référendum? Ce n'est actuellement pas une évidence. Ce qui n'est pas non plus une évidence, c'est la tenue d'un référendum en 2014 ou 2015 en Catalogne, car dans ce cas, le pouvoir central espagnol s'y oppose. À Madrid, on dit qu'il n'est pas question de réviser la Constitution et de laisser partir la région la plus industrielle du pays. Et que dire des autres régions, provinces ou entités en Europe toujours, qui pourraient aspirer un jour à une forme d'indépendance? Le Pays Basque et ses 2 millions d'habitants, le nord de l'Italie qui s'est déjà trouvé un nom, la Padanie. Admettons même que toutes ces entités dont nous venons de parler deviennent indépendantes. Elle voudrait alors, cela semble évident, rejoindre l'Union européenne. Mais alors, que feraient les 27 puisque pour admettre un nouvel État au sein de l'Europe, il faut recueillir l'avis favorable et unanime de tous les membres, y compris, dans ces cas de figure, l'Espagne, le Royaume-Uni ou la Belgique. En somme, le séparatisme, c'est bien tentant, mais ce n'est pas évident. Il y a 3 siècles que l'Écosse est rattachée à la couronne d'Angleterre. Le 16 janvier 1707, c'est la signature de l'acte d'union qui constitue le socle du Royaume-Uni, formé par ailleurs du Pays de Galles et de l'Irlande du Nord. Avec ses 5 200 000 habitants, l'Écosse représente actuellement un peu plus de 8% de la population du Royaume-Uni et également un peu plus de 8% de la production nationale. L'Écosse revendique depuis toujours ses origines celtiques où l'anglais cohabite avec 2 autres langues, le gaélique écossais et le scots. L'Écosse a de tout temps gardé son propre drapeau, la croix blanche de Saint-André sur fond bleu. Elle conserve son hymne national, qu'on entend avant tous les matchs de rugby, et depuis 1998, elle bénéficie d'un statut de région semi-autonome avec un parlement compétent en matière d'éducation, de santé et d'environnement. Mais c'est Londres qui décide des questions de diplomatie et de défense. Ce serait pour l'automne 2014 la tenue du référendum sur le projet d'autodétermination de cette grande province qui représente 16% de la population espagnole et près de 20% de son produit intérieur brut. La Catalogne est aussi celle des régions qui détient la plus grosse dette et qui va devoir économiser 4 milliards d'euros en cette année 2013. Quoi qu'il en soit,
À l'issue des élections de l'année dernière, le cap sécessionniste a été clairement maintenu. La Catalogne veut sortir de l'Espagne, tout en sachant que Madrid peut et va s'opposer constitutionnellement à cette velléité d'indépendance. Catalogne souhaite par ailleurs, ce n'est pas incompatible, dit-elle, elle souhaite devenir l'une des futures nations de l'Union européenne. Certains affirment qu'une Catalogne indépendante serait à la 7e place au sein des 27 de l'Union européenne en termes de PIB par habitant. Les Flamands ont un projet politique et ils sont servis par la personnalité de leur leader, Bart de Wever. Les Wallons francophones n'ont à présenter au monde ni le projet, ni la personnalité. Au-delà de ce constat, il est bien difficile de dire si la scission de la Belgique se concrétisera ou si le pays continuera, vaille que vaille, à vivre ces différences. La Flandre, c'est 60% de la population, c'est un PIB par habitant une fois et demie celui des francophones wallons, c'est un taux de chômage à 5% contre près de 10% en Wallonie. Quant à la Belgique, il faut rappeler que c'est une monarchie constitutionnelle héréditaire datant de 1831. En 1993, le pays est devenu un État fédéral composé de 3 régions, la Wallonie, Bruxelles et la Flandre. Chaque région, chaque communauté est dotée de pouvoirs autonomes. L'avenir de la Belgique est et reste incertain. L'invité de Géopolitis, Étienne Grisel, qui est professeur honoraire de l'Université de Lausanne. Vous avez beaucoup enseigné, notamment le droit constitutionnel, le droit international. Alors, on voit toutes ces velléités séparatistes, mais vous êtes en train de nous expliquer par vos écrits que c'est pas si facile que ça. Il suffit pas de vouloir. Non, le séparatisme est en vogue. Ça s'explique peut-être surtout pour des raisons économiques, mais aussi parfois pour des motifs ethniques, linguistiques, religieux. Mais évidemment, le séparatisme pose un problème politique et aussi des problèmes juridiques. Le problème politique, c'est d'apprécier la situation, de se demander si l'aspiration à l'indépendance est légitime ou pas. Et le problème juridique vient du fait qu'en somme, chaque cas étant différent de l'autre, il n'y a pas de règle générale. Il n'y a pas, au fond, pour les séparatistes, de droit à la séparation, à la sécession, à l'autodétermination. Dans chaque situation, il faut créer un instrument ad hoc, créer donc une base juridique qui permette ensuite, éventuellement, d'exercer le droit à l'autodétermination. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de modèle, de processus déjà bien inscrit que l'on pourrait suivre? Non. Il faut s'adapter à chaque fois. Voilà, parce qu'il n'y a pas 2 situations semblables. Et alors, prenons le cas, on a parlé de l'Écosse ou de la Catalogne. Prenons le cas de l'Écosse. Il y aura ce référendum, on ne sait pas ce qui va se passer, mais enfin, on peut imaginer qu'un certain nombre de gens vont dire oui, d'autres vont dire non. Et ça suffit, après, l'Écosse, elle pourrait devenir indépendante? Comment ça se passerait? Ça se passerait, alors, dans un premier temps, le référendum en Écosse reposerait sur un accord avec les autorités centrales du Royaume-Uni. Et si le Parlement britannique reconnaît la validité d'un référendum qui, par hypothèse, serait positif, alors l'Écosse deviendrait indépendante. Mais on ne sait pas d'abord quels sont finalement l'objet et la portée d'un éventuel vote, parce que on pourrait imaginer par exemple que l'Écosse veuille être entièrement souveraine, totalement indépendante, ce qui poserait beaucoup de problèmes, mais on peut aussi imaginer qu'elle préférerait garder avec l'Angleterre certains liens, la défense nationale, la livre sterling, les affaires étrangères, etc. Il y a donc des moyens termes entre une sécession complète et le statu quo. Est-ce que, dans l'histoire, il y a des sécessions extrêmement violentes, mais qui ont eu, si j'ose dire, au moins le bénéfice d'exister, puis qui a donné la liberté à des peuples? Est-ce que c'est aussi un modèle à suivre? Je pense à l'ex-Yougoslavie. Le plus récent, c'est le Soudan du Sud. Et puis, les 3 États de l'ancienne Yougoslavie qui ont dû vraiment se battre pour leur indépendance, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo, sont des exemples récents. Le problème aussi, c'est qu'il ne suffit pas de dire qu'on est
indépendant et qu'on a fait sécession, il faut que les autres vous reconnaissent. Est-ce que là, il y a, si j'ose dire, une base juridique? Est-ce qu'il y a des règles? Non, là, il n'y a pas de règles. C'est vraiment une décision politique que prend chaque gouvernement de reconnaître un nouvel État ou de ne pas le reconnaître. Il est entièrement libre. C'est une appréciation politique. Alors, la Suisse a été un des premiers pays, par exemple, à reconnaître le Kosovo, et puis il y en a eu ensuite plusieurs dizaines d'autres. Mais enfin, aucun État n'est obligé de reconnaître un nouvel État, et c'est finalement, en effet, la reconnaissance du nouvel État par la communauté internationale, et en fin de compte son admission à l'ONU, par exemple, qui font que vraiment un État devient un État à part entière. Mais alors, si on déclare son indépendance, il faut être reconnu par les autres. Sinon, on n'est rien. Sinon, mais si on veut être aux Nations Unies, il faut que tout le monde vous reconnaisse. Non, il suffit d'une majorité à l'Assemblée générale et une décision du Conseil de sécurité, c'est-à-dire il faut effectivement l'unanimité des membres permanents. Mais vous avez encore aujourd'hui un certain nombre d'entités qui sont organisées comme des États du point de vue interne, et qui ne sont pas reconnus par la communauté internationale, pratiquement par personne, par exemple la République turque de Chypre, la Transnistrie en Europe, et puis au Caucase, l'Abkhazie, l'Ossétie, etc. Est-ce qu'on peut imaginer, puisqu'on a parlé de l'Écosse et de la Catalogne, qu'on arrive un jour à une Écosse indépendante reconnue non seulement à l'échelon européen, mais à l'échelon des Nations Unies? Ça vous semble crédible ou pas? Je pense que si l'Écosse votait son indépendance et si le Royaume-Uni acceptait cette décision, il n'y aura pas de difficulté à trouver ensuite une reconnaissance. Il n'y a pas de raison. Ça poserait énormément de problèmes techniques, évidemment, au sein de l'Union européenne, même au sein d'autres organisations internationales. Donc, ce serait très difficile à organiser. Et puis, il y a le problème monétaire aussi, enfin, la défense, qu'est-ce qu'il adviendrait des sous-marins nucléaires, etc. Ce serait extrêmement compliqué. Ça donne du travail à tous les juristes du monde entier. Ça donnerait du travail à tous les législateurs, aux diplomates, et ça, c'est sûr. En somme, on ne peut pas rédiger un mode d'emploi. Non, il n'y a pas de mode. Ça n'existe pas. Non, mais est-ce que ce serait souhaitable? Non. Non, c'est pas possible. C'est pas possible pour deux raisons. D'une part, parce que quand même, le droit de sécession serait, s'il était reconnu, contraire au principe de la souveraineté des États, et surtout au principe de l'intégrité territoriale qui est garantie par la Charte de l'ONU. Et puis d'autre part, chaque situation étant complètement différente, eh bien forcément, il ne peut pas y avoir de règle générale, on ne peut pas trouver de modèle, il faut dans chaque cas trouver la solution politique, définir les modalités de façon aussi précise que possible, aussi juste que possible, aussi il faut penser à l'équité, et pour tenir compte des nécessités de l'équité, il faut être sur le terrain, il faut voir dans chaque situation exactement ce qui convient le mieux, ce qui paraît le plus juste. Alors on va voir ce qu'il en est de ces prochains référendums d'autodétermination. C'est difficile à dire, le général de Gaulle avait popularisé l'appellation. Merci Étienne Grissel, je rappelle que vous êtes professeur honoraire de l'Université de Lausanne. Merci à vous. Merci. C'est l'histoire de l'Europe, ou si vous préférez, l'évolution de l'Europe à travers son histoire, une histoire toute faite de séparatisme et d'unification. Il y avait plus de 300 États européens en 1789. Avec le Congrès de Vienne en 1815 et les regroupements d'États, on dénombrait alors une soixantaine de nations. Un siècle plus tard, avec l'indépendance entre autres pays de la Norvège, de la Bulgarie et de l'Albanie, l'Europe comptait 25 États indépendants. Au seuil de la guerre de 14, et puis à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, on dénombrait alors 31 États indépendants en Europe. À présent, cette Europe regroupe 44 nations après l'éclatement de l'Empire soviétique, la décomposition de la Yougoslavie et la scission de la Tchécoslovaquie. Quant à l'Union européenne, elle compte 27 membres, bientôt 28 au mois de juillet avec l'adhésion de la Croatie, 27 États dont, c'est ce qui est frappant, 6 grands États entre 41 et 82 millions d'habitants et 21 petites nations entre 400 000 et 16 millions de citoyens. Small is beautiful, comme on dit, même en Europe. La Suisse, qui est une nation européenne mais n'est pas dans l'Union européenne, n'a pas à avoir de complexe. Ça tombe bien, elle n'en a pas.
Et sur la page web de Géopolitis, préparée par David Nicole, vous pouvez poser vos questions à notre invité. La question des séparatismes en vidéo, une carte des régions concernées en Europe, notre séquence vue du passé, les sites internet les plus pointus, les possibilités de podcaster cette émission. Et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.